Les chiffres que nous avons sortis avec le Secours catholique et le réseau Action Climat montrent que les 10% les plus pauvres en France... En fait, je me sers de l'eau, mais je ne bois pas, ce qui n'a pas d'effet du coup. Les 10% les plus pauvres en France payent en proportion de leurs revenus 2,8 fois plus de taxes carbone que les 10% les plus riches. Et pourtant, les 10% les plus riches émettent 3 fois plus de gaz à effet de serre que les 10% les plus pauvres. Donc ce qui est très intéressant, c'est de voir que cette analyse-là, ce prisme de regard s'applique à tous les secteurs et à toutes les inégalités. Donc ça veut dire que dans les solutions, il faut s'attaquer aux deux chantiers simultanément. Et il faut aussi aller à la source du problème. Donc nous travaillons beaucoup au sein d'Oxfam sur la responsabilité des acteurs financiers. Parce que c'est vrai qu'on spontanément, on peut parler des entreprises qui polluent, de Total, des centrales à charbon. Sauf qu'en fait, toutes ces industries, toutes ces activités, et même les producteurs de vêtements, existent parce qu'ils sont financés. Il y a un investissement derrière. Et qui finance cet investissement? Les banques. Les banques ou d'autres investisseurs du type des assureurs. Et donc, elles se sont souvent beaucoup planquées. En fait, c'est neutre, l'argent, ça se voyait pas. Sauf que ce sont des milliards de milliards qui sont en jeu et que leur responsabilité est très importante. Et que si on veut tarir la production d'émissions de gaz à effet de serre, il faut fermer le robinet qui alimente la possibilité de ces émissions. Et c'est pour ça que nous avons sorti un rapport l'année dernière et un autre aujourd'hui qui montre la responsabilité des 4 banques françaises, les plus grandes banques françaises. Donc on peut dire oui, c'est la France, c'est pas très grand, mais il faut savoir que la France a de grands acteurs financiers, puisque ces 4 grandes banques françaises, le Crédit Agricole, la Société Générale, BPCE et BNP Paribas, font partie des 20 plus grandes banques mondiales. Et 2 d'entre elles, BNP et la Société Générale, le Crédit Agricole et la Société Générale, pardon, font partie des 10 plus grandes banques mondiales. 2 sur 10, c'est 1/5 des banques mondiales, c'est pas rien. Et ces banques émettent, du fait de leurs investissements, 4,5 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre que la France. Donc quand vous avez de grands débats sur la responsabilité d'action de tel ou tel, sur le fait qu'on ne devrait pas boire dans des bouteilles en plastique, etc., ce qui est vrai, il faut quand même se dire qu'au-delà des actions individuelles, au-delà de la responsabilisation des consommateurs et même des politiques, la responsabilisation des décideurs économiques est cruciale. Elle est cruciale. Elle peut l'être par le fait de les afficher, c'est le travail que nous faisons avec Oxfam. Il faut que vous sachiez qu'en tant que consommateur ou client de telle ou telle banque, l'argent que vous laissez sur votre compte, il sert ou pas à financer les centrales à charbon allemandes, puisque la BNP et la Société Générale continuent de prolonger les prêts à RWE. RWE, c'est l'énergéticien allemand, le principal pollueur européen qui continue de produire du charbon, mais surtout empêche de financer d'autres choses. Parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a un arbitrage. Et si les banques financent une grande partie de l'activité des fossiles, les banques françaises, c'est pour 10 € investis, 7 € sur les fossiles, 2 € sur les renouvelables et 1 € sur nucléaire, barrage, pour dire les choses. Eh bien, en fait, c'est pas une fatalité. Il y a tout à fait une possibilité de changer. Et on peut dire, mais il y a d'autres choses à financer. Par exemple, et ça se sait peu, on parle beaucoup de rénovation thermique. Le bâtiment est un des grands émetteurs de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, les copropriétés en France qui cherchent à trouver des financements pour financer leur rénovation thermique ne le trouvent pas. C'est impossible de trouver quasiment des prêts pour les copropriétés pour faire de la rénovation thermique. C'est pour ça que nous défendons la régulation et que nous demandons à ce qu'on interdise aux banques françaises de financer les fossiles. Le charbon prioritairement,
mais ensuite les autres industries, les autres énergies fossiles. Pourquoi? Parce que ça va rebasculer des moyens financiers et de l'investissement vers d'autres secteurs, vers les renouvelables évidemment, mais vers d'autres activités. Et c'est ça en fait la question centrale sur l'impunité. Pour moi l'impunité c'est comme ce qu'on doit faire avec les vampires. Vous savez que les vampires ils n'aiment pas la lumière. Et bien c'est la même chose. Il faut mettre en lumière la réalité. Et je crois que les banques sont assez... pas très contentes de ce qui leur arrive. Pourquoi? Parce que vous avez sûrement entendu parler du Climate Finance Day, de grandes déclarations, des banques françaises qui sont exemplaires en matière de financement des renouvelables, parce qu'elles ont augmenté leur financement aux renouvelables. Oui, ce qu'elles disent pas, c'est qu'elles ont encore plus augmenté leur financement aux fossiles et qu'en proportion, leur financement aux renouvelables a diminué. C'est ça la réalité. Et donc il faut les confronter à la réalité des chiffres. Pourquoi et pourquoi c'est essentiel? Parce que ce soit sur la question des inégalités ou sur la question du climat, ce ne sont pas les discours qui priment. L'océan ne se laisse absolument pas distraire par un discours sur Make Our Planet Great Again et ne diminue pas son niveau. La seule chose qui fonctionne, c'est la réalité des faits et des actes. C'est la même chose avec un bâtiment qui s'effondre. On peut faire des super rapports RSE. Si on laisse travailler les gens dans un bâtiment vérolé, à un moment ou un autre, il va se passer une catastrophe. Donc pour nous, c'est essentiel de dire les choses. Pourquoi? Et c'est ce qui est écrit là. Parce que nous croyons au pouvoir citoyen. C'est-à-dire qu'il y a quand même une capacité très importante de millions et de millions de personnes qui, s'ils se saisissent de ces enjeux, ont la capacité de peser. Et on sent bien, je l'ai dit en rigolant, Frédéric Oudéa, qui est le patron de la Société Générale et qui est aussi le président de la Fédération bancaire française, a été obligé de se lever très tôt ce matin pour aller sur Europe 1 expliquer que pas du tout les chiffres d'Oxfam et des Amis de la Terre étaient faux. C'est compliqué parce qu'ils sont vrais. Mais du coup, cette pression-là, elle oblige à changer. Parce que depuis l'année dernière, et c'est pour ça que je veux aussi dire un signe, pas seulement d'espoir, mais de détermination. C'est qu'on a le sentiment que les enjeux sont tels et le poids économique, la force, la puissance des lobbies, de l'argent sont tellement puissants qu'on ne peut rien faire face à ça. Depuis l'année dernière et depuis notre rapport, le Crédit Agricole a adopté une politique sur le charbon qu'on a saluée, ce qui veut dire, comme on est assez difficile, qu'elle est bonne, avec un objectif de désinvestissement total d'ici 2040. Pourquoi? Et ça répond aussi aux banques qui disent « Ah bah si nous on le fait pas, c'est les Américains ou les Chinois qui vont le faire. » Alors ça, moi je pense qu'il faut dire les choses. Oui d'accord, à ce moment-là, il y a des pays dans lesquels les enfants travaillent. Pourquoi on ne fait pas travailler les enfants ici? Et on peut continuer les exemples. La question de savoir ce que font les autres ne nous interdit pas à nous de faire des progrès. Et à l'inverse, met plutôt la pression. C'est-à-dire que depuis que le Crédit Agricole, qui est donc une des 10 plus grandes banques mondiales, s'est engagée, c'est difficile pour les autres de dire que c'est pas possible. Mais depuis cette décision du Crédit Agricole il y a quelques mois, il y a AXA, qui hier, AXA est un assureur, a lui aussi adopté une politique charbon extrêmement ambitieuse. Et donc, à un moment, on franchira une espèce de seuil où toutes les banques y seront contraintes. Et là, il y aura du coup une réaction des acteurs, pas des investisseurs, mais des industriels et des multinationales, qui se retrouveront dos au mur. Aujourd'hui, Total n'a aucune difficulté à se financer. Aucune. Et par les banques françaises. Donc évidemment, ce n'est pas non plus incitatif. Donc je pense qu'il faut être très conscient du poids et de l'efficacité de la régulation. Sur le secteur bancaire, on a su le faire après la crise de 2008. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé des règles prudentielles extrêmement strictes qui ont pesé sur tout le secteur financier. Bien sûr que la crise financière était un sujet problématique, mais au regard des enjeux, la catastrophe climatique qui est devant nous, c'est sans commune mesure avec la crise financière de 2008. Donc, avoir une régulation publique, au niveau français, mais aussi au niveau européen, nous semble une absolue nécessité. Et n'est pas hors de portée. C'est ça que je veux dire de manière significative, ça n'est pas hors de portée. Et sur la question, est-ce que les mobilisations sont utiles? Évidemment que les mobilisations sont utiles. Pourquoi? Parce qu'il y a un livre très intéressant qui a été publié sur le sujet. Tout à l'heure, Florence parlait de la question des marques. Dans une société très financiarisée, la question de la réputation et de l'image est un sujet finalement assez central. Presque plus, en termes de rapport de force, que Nike est peu menacé par une grève générale. Parce que même une grève générale de tous les employés de Nike, ça ne va jamais affecter aucune des usines qui produisent les baskets de Nike. Donc la question de l'image, de l'impact financier, du risque d'image pour une entreprise est forte. Et pour les banques, elles sont évidemment fortes. Donc nous n'avons pas encore réfléchi à la traduction concrète pour l'ensemble des clients parce que, en fait, parfois, et ça c'est vraiment une question
que j'ouvre à la discussion parce que sur ce sujet-là, je ne suis pas sûre qu'on ait une réponse. On pourrait dire, il faut aller chez la banque la plus exemplaire et tous partir. Mais en fait, le sujet, c'est pas seulement qu'il y ait 10%, 8% ou même 15% qui soient exemplaires, que ce soit dans leur alimentation, dans leur pratique ou dans leur consommation. Il faut passer maintenant, au vu des enjeux, à une transformation globale de l'ensemble du système. Et ce qu'il faut, c'est que ces grandes banques-là, qu'il n'y ait pas une ou deux banques exemplaires, mais que ces grandes banques-là arrêtent de financer les fossiles. Prioritairement le charbon, mais évidemment ensuite le gaz et le pétrole pour qu'on sorte de ce modèle qui nous emmène dans le mur. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui est fondamental. C'est deux choses que je voulais partager avec vous. Ce lien entre les inégalités et la question climatique. Et puis, évidemment, la question du pouvoir citoyen, du pouvoir d'agir. Et donc, le pari que fait Oxfam, c'est de documenter cela. C'est de donner à voir, à connaître la réalité des choses en faisant confiance à l'intelligence des citoyens, à leur volonté de s'emparer de ce débat. En étant le plus sérieux, le plus solide, le plus structuré possible, et en allant chercher derrière les rideaux, derrière les coins, sur des sujets qui paraissent très sérieux et dont on a le sentiment que c'est inaccessible. Mais pour ça, je pense souvent à une des visites du Petit Prince sur la planète où il y a un monsieur très sérieux qui ne fait que des additions et qui répète toute la journée « je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux ». Et ça le fait gonfler d'orgueil. Les banquiers, le monde de la finance, c'est un peu ça. C'est des gens qui répètent toute la journée, qui sont sérieux, qui ont des costumes, qui valent très cher avec des cravates, qui vous regardent avec un air avec beaucoup d'aplomb, mais qui racontent sur beaucoup de choses complètement n'importe quoi. Et donc je pense qu'il ne faut pas se laisser impressionner et qu'il faut être capable d'inverser le rapport de force, que ce soit avec les multinationales, mais avec ceux qui les financent, et en particulier les banques. Merci beaucoup, Cécile. Que les banques essayent de s'opposer à la réglementation, ça c'est pas nouveau. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elles freinent les cas de fer l'idée d'une réglementation sur les questions environnementales et sur leur choix d'investissement. Elles consacrent d'ailleurs, c'est la dernière partie du rapport d'Oxfam qui est en ligne sur le site d'Oxfam France, une grande partie et un gros budget d'influence, de lobbying, pour être plus clair, au niveau européen, mais pas seulement, au niveau français. Et nous avons là aussi essayé de montrer l'espèce de perméabilité entre le régulateur, qui est l'État, et les régulés que sont les banques, avec aujourd'hui l'ancienne directrice de fait du lobby bancaire qui a réintégré l'administration des finances et réciproquement. Donc ces mouvements qui sont très fréquents et qui font qu'il y a une espèce de culture commune pour ne pas aller vers davantage de régulation. En fait, on aurait pu croire avec les banques que d'abord les leçons soient tirées sur les questions que vous évoquiez, de prudence en matière d'investissement, de séparation des activités de dépôt, et en fait non. Deuxièmement, sur ces questions de finances vertes, tout le monde a entendu des grandes déclarations, des grandes publications, des colloques, etc. Sauf que la traduction effective n'existe pas. Donc nous, aujourd'hui, il nous semble qu'il y a une nécessité de régulation publique parce qu'il y a une impossibilité d'agir. Et d'ailleurs, sur les questions environnementales et sur la question des inégalités, de la même manière. En fait, le système est incapable de s'autoréguler. J'ai été ce matin dans un endroit avec un public très différent qui s'appelait le Asset Management Summit. Le Asset Management, c'est l'endroit où se réunissent tous ceux qui investissent, les banques publiques, mais surtout les banques privées ou les family office, etc., qui choisissent des lieux d'investissement. Et un des messieurs présents a posé la question en disant « Bah oui, nous, on voudrait bien faire plus vert et plus éthique, mais qu'est-ce qu'on fait ?» Il s'était dit avec les mots d'un banquier, parce qu'aujourd'hui, les investissements non verts, ils sont quand même plus rentables. Et comme nous, on est évalué sur la rentabilité, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que je pense qu'à un moment, il faut dire, en fait, c'est pas possible. Tout simplement, c'est pas possible. C'est défendu, comme plein de choses sont défendues. Et je le dis, je vais prendre un exemple de ma vie antérieure. Sur les frais que pouvaient facturer les professionnels de l'immobilier, les agents immobiliers au moment de la location, il avait été dit pendant des années, et pris des engagements de la part de la FNAIM et d'autres, qu'il y avait une obligation de modération. Cette obligation de modération, elle n'avait jamais été effective. Parce que c'est trop tentant. Parce que c'est trop tentant. Quand vous pouvez facturer 3 mois de loyer pour un état des lieux plus la signature du bail, pourquoi vous privez ? Et en plus, vous êtes intéressé à ce que le loyer augmente, parce que plus le loyer augmente, plus votre rémunération augmente. Donc quand le système n'est pas capable de produire sa propre régulation, il faut l'exercer par l'extérieur. C'est ce que la langue anglaise dit très bien. En anglais, il y a 2 formes d'obligation. Si je vous regarde et je vous dis « you must », ça veut dire « je te dis que tu dois faire quelque chose, je t'oblige ».
Et you have to. You have to, ça veut dire tu dois le faire parce que tu dois le faire, c'est comme ça. Et je pense qu'il faut que de plus en plus sur ces sujets-là pèse une obligation impersonnelle. Il n'y a pas le choix. Et c'est pour ça que la loi sur le devoir de vigilance est importante. Parce qu'elle dit en fait, vous ne pouvez plus fermer les yeux. Avant, vous pouviez, finalement, d'une certaine manière, mais vous ne pouvez plus. Et puis surtout, il faut que le risque de ne pas faire soit plus important que le risque de faire. Il faut que ça coûte plus cher. Voilà. Puisque c'est ça leur critère d'évaluation, il faut répondre à leurs critères d'évaluation. Quand je vois effectivement ce qui se passe, c'est-à-dire le pire scénario de ce qu'on disait il y a 20 ans, et ce que disent maintenant ceux qui disaient il y a 20 ans qu'on disait n'importe quoi, le risque, c'est un peu le risque de la déprime. Mais, en fait, je pense que d'abord, le pire n'est jamais certain. Ensuite, même si le scénario est difficile, nous n'arrêterons pas le dérèglement climatique. Mais aujourd'hui, on a le choix entre l'énorme catastrophe et la catastrophe gérée. Voilà, c'est à peu près ça, notre alternative. Et on a la possibilité de le faire. Donc, je m'interdis d'être déprimée. Ensuite, sur quels moyens? Alors là, je parle qu'en mon nom. Je pense qu'il faut tout faire, en fait. Ceux qui pensent qu'il vaut mieux faire la révolution, ceux qui pensent qu'en étant dans les institutions, c'est mieux. En fait, je pense qu'il faut tout faire. L'urgence est telle qu'il faut être partout. Et puis, si je regarde les quelques bagarres qu'on a menées, tu en as parlé sur la question de la loi devoir de vigilance, il fallait des parlementaires, il fallait un ministre qui n'était pas complètement hostile, il fallait des mobilisations citoyennes, il fallait de la com et des images et des trucs très explicites, il fallait des marques que tout le monde connaît. Je peux donner un autre exemple, c'est Notre-Dame-des-Landes. L'abandon de Notre-Dame-des-Landes, c'est des zadistes dans les arbres, c'est des agriculteurs avec des tracteurs, c'est des ingénieurs de la DGAC qui balancent les chiffres en cachette, c'est 2 députés écologistes au gouvernement, c'est des parlementaires, c'est tout en fait. Il n'y a pas une méthode qui marche mieux. Et de la même manière sur les outils, moi je ne crois pas à la solution ultime, que ce soit la constituante ou le RIC. La démocratie, ça s'exerce de plein de manières, et en tout cas ça doit être vivante. En tout cas, ce dont je suis sûre, c'est que le système actuel extrêmement pyramidal, il a trouvé ses limites, et il les trouve aujourd'hui, il est incapable de répondre aux enjeux qui sont des enjeux vitaux. Merci. Depuis 3 ans, il était très forte, l'espérance de vie aux États-Unis diminue. L'espérance de vie, pas l'espérance de vie en bonne santé, l'espérance de vie tout court. Pourquoi? Pour 2 raisons, suicide et overdose d'opiacés. Ce sont des maladies de la désespérance sociale, parce que le niveau d'inégalité aux États-Unis a atteint des niveaux insupportables, parce que, y compris l'activité des entreprises est perturbée, parce que les services publics ne sont pas bien assurés, donc certaines entreprises privées assurent elles-mêmes, par exemple, le transport de leurs salariés, sauf que les bus, c'est le cas dans certaines parties de la Floride, sont pris d'assaut par des gens qui disent « nous on veut être transportés ». Et on n'a pas les moyens de payer le bus, d'ailleurs on n'a pas de bus. Du coup, l'insécurité de ces bus privés augmente. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience, et quand la patronne, enfin l'ex-patronne du FMI dit que les inégalités sont le mal qu'il faut affronter, quand la Banque mondiale publie un rapport pour dire que ce qui fait le plus reculer la pauvreté, c'est la lutte contre les inégalités, plus que la croissance, les choses changent. Alors malheureusement, mais comme l'a très bien dit Florence, parce que la réalité rattrape. Et donc, je donne souvent cet exemple, si tu me donnes 2 minutes, il y a eu 5 sommets du G8 puis G7 qui ont été présidés par la France. En 1975, le sujet c'était désordre monétaire internationaux et crise pétrolière. En 82, intensification de la coopération économique et monétaire. En 89, c'était particulier, donc il s'agissait de l'aide aux pays de l'Est. En 96, lutte contre le terrorisme et criminalité organisée. En 2003, croissance et coopération économique internationale. En 2011, réforme du système monétaire international, volatilité des matières premières. Et en 2019, inégalité. Bon, je vous rassure, on n'a pas parlé d'inégalité. On a eu un show diplomatico, tout ça, de Emmanuel Macron. Mais, quand même, vous avez vu les thèmes. Il y a quand même un changement incroyable. Inégalité, c'était une thématique qui était débattue dans les contre G8. C'était une thématique des ONG, c'était voilà. Et donc, ce que je raconte maintenant, c'est qu'effectivement, il y a eu un contre G7 au moment de Biarritz. Je dis, regardez bien, si les thématiques qui ont été des thématiques qui étaient considérées comme marginales ou de la société civile minoritaire sont maintenant de fait, même si elles ne sont pas traitées à l'ordre du jour des G7, c'est bien parce que la réalité a rattrapé les annonces de ceux qui travaillent sur ces sujets. Et maintenant, croyez bien que les solutions qui seront à mettre en œuvre, ce sont celles qui sont élaborées au sein de la société civile dans ces endroits qui aujourd'hui apparaissent encore comme alternatifs et de moins en moins.
de moins en moins. Parce que je pense que et la violence de la crise climatique va rattraper. Qu'est-ce que c'est un assureur qui assure de l'assurance habitation dans le sud-est aujourd'hui? Heureusement qu'il n'y a pas encore la même situation ailleurs en France. Mais aujourd'hui, évidemment que son risque, il a explosé. Et c'est 90 000 milliards de coûts, les catastrophes naturelles ces 5 dernières années pour les assureurs. Donc les assureurs sont déjà en train de réagir. Pourquoi? Parce que la réalité rattrape. C'est pour ça qu'il faut qu'on continue de travailler sur les solutions pour que la boîte à outils de comment on régule ce système qui ne va pas soit prête. Et donc du coup, c'est pas parce que ça fait des années que ça n'a pas été possible qu'un jour, et plus vite que l'on le croit, ces solutions vont être à l'agenda des responsables politiques et des dirigeants politiques. J'invite juste à regarder ce qui se passe au Chili et ce qui se passe au Liban. Au Liban, il y a Oxfam qui travaille sur cette question des inégalités et des services publics depuis des années, et très, très récemment, depuis des mois, pour montrer qu'en fait, c'est pas possible de payer des impôts en donnant le sentiment que les plus riches s'enrichissent encore et sans que les services publics soient assurés. Et bien, la situation qui se passe au Liban illustre qu'il y a des moments de fracture des sociétés. L'opposition entre questions sociales et questions environnementales. De dire, en fait, il y a un scénario qui permet la transition écologique et de répondre à la catastrophe climatique qui soit juste socialement. Les urgences sociales et les urgences environnementales ensemble. Et donc je pense que c'est un premier signal, c'est pas un aboutissement, mais en tout cas c'est quelque chose de très significatif. Et que le Tour de France du Pacte du pouvoir de vivre a commencé hier, à Liévin, où j'étais, et à Bordeaux, et que je pense qu'il y aura une étape à Montpellier, et je pense que c'est un moment important, sachant que c'est plus 52 maintenant, c'est plus 40, c'est 52, bientôt 54, puisque cette dynamique continue de faire boule de neige climatique, mais on travaille aussi en lien au niveau européen dans des plateformes, différentes plateformes qui visent à justement mettre le nez dans ces boîtes noires que sont parfois les banques. Il y a des procès, il y en a en ce moment assez retentissants sur l'usage des banques pour le blanchiment. Il y a eu un travail de journalistes, de plateformes de journalistes au niveau international très important. Il y a eu la reprise du dossier suite à l'assassinat de la journaliste maltaise sur le scandale du rôle de Malte comme outil de blanchiment toléré, accepté par l'Europe. Donc on continue d'être investi dans ces démarches-là. Il faut savoir que pour Oxfam, la tradition n'était pas le recours à l'action judiciaire. Pour la première fois, nous l'avons fait dans le cadre de l'affaire du siècle. Donc c'était une première pour nous, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de nos collègues. Mais en fait, l'idée, c'est aussi que dans les ONG, on répartisse nos forces, enfin, que chacun va sur les terrains sur lesquels il est le meilleur, le plus légitime, le plus efficace, et qu'on puisse se soutenir les uns les autres. Mais c'est vrai que depuis l'affaire du siècle, et c'est une réflexion qui est en cours, la question de pouvoir judiciariser certains de nos rapports, se dire quand on montre par exemple que les banques contribuent au dérèglement climatique de manière aussi massive, est-ce que oui ou non on porte plainte, puisqu'on voit bien que l'exécutif parfois manque assez de voir, est-ce que l'outil démocratique qu'est l'action judiciaire n'est pas un outil pertinent? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une réflexion qui est très largement partagée au niveau international. Notre affaire à tous, qui est l'ONG française qui travaille sur la justice climatique, a montré et bien documenté qu'il y a maintenant des milliers de procédures judiciaires qui s'appuient sur la dénonciation de l'inaction climatique partout dans le monde. Alors, nous avons beaucoup de dons. Merci, il y a des donateurs dans la salle et tous ceux qui veulent le faire sont les bienvenus, puisqu'on est entre 50 et 60% financés par des dons privés, notamment des dons récurrents, ce qui est la garantie de notre survie, mais surtout de notre indépendance, et on y tient beaucoup. Historiquement, Oxfam France est très attaché à ce que nous soyons financés de manière privée par des donateurs particuliers, avec un don moyen de 150 €, avec 15 000 personnes qui font un don mensuel à Oxfam, plus tous ceux qui font des dons occasionnels. Nous avons aussi des financements qui sont issus de l'Agence française de développement, du centre de crise pour financer nos missions sur le terrain, puisque Oxfam est présent dans 90 pays pour des missions humanitaires, c'est un grand acteur de l'humanitaire au niveau international, et pour des missions de développement. Et de plus en plus, on travaille dans une logique de localisation où il y a des petites équipes pays qui travaillent avec des acteurs locaux en réseau pour aider à la montée en compétences des organisations locales et des sociétés civiles locales. Donc on a des financements qui sont des financements issus d'institutions publiques, je l'ai dit, l'Agence française de développement, le centre de crise, le ministère des Affaires étrangères et
marginalement de fondations privées, notamment la fondation Gates qui finance Oxfam US et qui travaille avec nous sur notamment les questions liées à la sécurité alimentaire. La règle pour Oxfam, c'est qu'aucun financement ne nous contraint, c'est-à-dire que si le financement de qui que ce soit implique que nous ayons des engagements en matière de sobriété dans notre expression ou de ne pas travailler sur tel et tel sujet, nous refusons des financements de cette nature. Mais nous n'avons pas de subvention de fonctionnement ni de l'État ni des collectivités locales. C'est-à-dire que les réseaux sociaux et Internet ont quand même rendu les choses beaucoup plus faciles. L'histoire d'Oxfam et d'Agir ici, c'était d'envoyer des cartes postales aux parlementaires ou aux élus. Ce qui était quand même, il fallait d'abord trouver les gens pour envoyer les cartes postales, puis envoyer les cartes postales. Maintenant, on est dans une capacité d'avoir accès directement aux décideurs, de pouvoir les interpeller directement, d'aller beaucoup plus largement, qui est très efficace. Un des choix que nous faisons aussi, c'est de travailler dans des coalitions, c'est-à-dire d'additionner nos forces. C'est le cas évidemment dans le collectif Éthique sur l'étiquette, mais le rapport dont j'ai parlé sur les banques, nous l'avons fait avec les Amis de la Terre, nous avons travaillé sur un calculateur de la taxe carbone avec d'autres organisations, avec qui d'ailleurs nous avons travaillé dans le cadre du pacte du pouvoir de vivre. Il y a le pacte du pouvoir de vivre. Une fois qu'on multiplie nos efforts, on peut avoir aussi des effets qui sont des effets démultipliés. Mais il n'y a pas de solution avec un S majuscule. Et puis il y a des fois, ça prend, des fois quand on parle d'un sujet, il y a un événement de l'actualité qui rentre en lien avec ce sujet dont on a parlé et du coup qui prend une ampleur considérable. Ensuite, il peut y avoir des moments comme l'année dernière, on va presque fêter l'anniversaire, on lance l'affaire du siècle, on n'annonce pas de résultat parce qu'on ne sait pas très bien si les gens vont accrocher avec cette idée d'attaquer l'État, et on a 1 million de signataires en même pas 48 heures, et 2 millions en quelques semaines, parce que tout le monde a parlé du sujet dans sa famille à Noël. Donc voilà, il n'y a pas d'évidence en tout cas, mais ce qui est sûr, c'est que ce pouvoir citoyen, c'est la clé dans les années qui viennent. On vous remercie beaucoup, tout le monde a faim. Merci à tous. Merci à nos intervenants. Con todo el amor que tengo, Celia, a mi jurado y amarte, Celia. Ay, sí.